on se le passera quand même. Donc, avec un petit peu de retard, on démarre. Donc bonsoir à tous, dernière session, il faut tenir encore juste 1 heure, après vous pourrez tous rentrer, digérer cette première journée. L'objectif de cette session, et je vais vite passer la parole à mes deux acolytes pour cette session, mais en préambule, juste c'est une session de retour d'expérience. L'objectif, c'est, on a voulu, c'est pour ça qu'on est 3, être vraiment sur le mode de la discussion et de faire un tour. Donc, évidemment, on va tous se présenter, hein, vous allez savoir qui est qui dans l'histoire. C'est un retour d'expérience et l'objectif, c'est vraiment d'être plus sur vous donner nos ressentis et les informations qu'on a sur le Self-Service BI chez un client. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, vous pouvez à la rigueur, si vous avez vraiment une question qui vous brûle les lèvres, levez la main et puis on peut à la rigueur essayer d'y répondre. Voilà, l'objectif c'est dans l'échange. Nous, évidemment, on a prévu ce à quoi les sujets qu'on va aborder, mais n'hésitez pas à intervenir. Hop, celui-là, vous l'avez eu toute la journée, hein, c'est bon, les sponsors, c'est... Allez, allons-y. Pierre-Sébastien, si tu veux. Donc, bonsoir à tous, donc Pierre-Sébastien Malré, donc je suis responsable décisionnel sur la partie Microsoft BI au sein du groupe Novedia. Bonsoir à tous. Donc je suis Olivier Jacquemont, je suis l'adjoint du responsable d'un service qui s'appelle le Service Information Management au sein de la Banque de France. Donc je suis le client en fait ce soir. Donc c'est Olivier qui nous fait le retour d'expérience aujourd'hui. Donc moi, Jean-Pierre Yel, pareil, j'ai la chance de travailler avec Pierre-Sébastien et Olivier sur ce sujet au sein de la Banque de France. Alors, peut-être pour juste caler un petit peu le sujet, peut-être expliquer qui est la Banque de France et ce que vous faites. Ouais. Alors vraiment, quelques mots, j'ai juste fait un slide en fait pour marquer quelques éléments. Bon, déjà, la Banque de France, c'est une institution qui est bicentenaire, elle a été créée par Napoléon en 1800. Donc c'est une vieille dame, on va dire. C'est une institution au sens, il n'y a pas d'équivalent juridique en fait en termes d'organisation à la Banque de France, une organisation qu'on appelle sui generis, donc qui n'a pas d'équivalent. Et c'est une banque centrale qui fait partie d'un système européen de banque centrale qui en fait a plusieurs activités et joue plusieurs rôles. Donc le premier qu'on a cité, c'est un rôle de banque centrale au sens où elle est là pour garantir la stabilité des prix et appliquer les principes de politique monétaire. Elle fait partie de l'Eurosystème. Donc l'Eurosystème, c'est les 18 banques centrales nationales qui aujourd'hui concernent les pays qui se partagent l'euro, plus la BCE, plus la Banque centrale européenne. Donc dans ce cadre-là, elle applique les directives, on va dire, de ce que la Banque centrale européenne aussi impose. C'est un institut d'émission. Donc là, élément important, la Banque de France fabrique les billets. Donc elle fabrique des billets pour la France, mais également pour d'autres pays en Europe, plutôt les petites coupures. Donc on a mis un chiffre, hein, je crois, 2,2 milliards de billets fabriqués et livrés. Elle gère aussi le stock d'or de la France, donc dans ce qu'on appelle la souterraine, sous le site de la banque. Donc il y a 2435 tonnes d'or sous la Banque de France. Donc au-delà de ce statut d'institut d'émission, elle a également un rôle de garant de la sécurité des moyens de paiement. Donc elle joue tout ce qui est circulation fiduciaire, donc la répartition des billets sur le territoire français, et également aussi tout ce qui est surveillance des moyens de paiement auprès des instituts bancaires et les institutions financières. Superviseur financier, donc au travers de ce qu'on appelle l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle a un rôle de surveillance en fait des banques, des assurances, des mutuelles, afin de garantir la protection des consommateurs et également de garantir la stabilité financière. Et enfin, c'est une institution de la République, donc au sens où la Banque de France, c'est pas des fonctionnaires. C'est encore une fois une organisation un peu différente. Par contre, elle a des missions de service public, donc aussi bien auprès des particuliers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Banque de France gère le fichier de surendettement, mais également auprès de l'État et des entreprises. Donc il y a tout un système de cotation d'entreprises qui existe, des diagnostics qui sont faits sur les entreprises, le fichier des entreprises qui est géré au sein de la banque, et également tout un tas d'analyses et d'études qui sont faites pour les collectivités territoriales. Donc tout ça pour dire en deux mots, vraiment en deux mots, que la banque en fait c'est pas une banque commerciale, c'est une banque centrale. Donc par ce fait en fait elle couvre tout un range d'activités qui est pas les activités qu'on va retrouver dans une banque on va dire normale entre guillemets. Donc de la fabrication des billets, la circulation des billets, beaucoup d'analyses, beaucoup d'études pour l'international, pour le national, des services bancaires, de la politique monétaire, de la stabilité financière, donc des choses que finalement on ne trouve pas forcément ailleurs qu'à la Banque de France. Et je vois un chiffre là, 13 000 personnes. Alors c'est un chiffre effectivement important, c'est un chiffre en réduction, hein. À une époque c'était même plus. Donc il y a quand même 13 000 personnes au sein de la banque, donc sur l'ensemble du territoire français.
Pour la DSI, ça représente à peu près 1500 personnes, enfin prestataires compris, mais c'est quand même une grosse DSI. Et puis donc, un autre slide pour vous parler plus précisément du service Information Management. Donc c'est un service de 35 personnes qui appartient à la DSI dans une direction qui est plutôt orientée, on va dire, en amont, plus proche des directions métiers, et dont le rôle en fait est d'accompagner la transformation des processus métiers de la banque en apportant l'innovation et l'innovation surtout technologique. Donc le service Information Management, il est construit sur la base d'un domaine qui existait par ailleurs avant, qui était le domaine BI. Donc c'est principalement des activités décisionnelles qui sont traitées, avec donc également au jour d'aujourd'hui une volonté d'extension sur tout ce qui est plutôt lié au data management pur, donc l'analyse d'impact, des metadata management, de l'anonymisation, et également aujourd'hui une volonté de s'étendre sur la partie non structurée avec en prise en charge en fait d'un socle mutualisé autour de la GED et de l'archivage. Donc il faut juste comprendre en 2 mots qu'il y a 2 grandes activités au sein du service. Donc une activité qui est très fortement liée aux infrastructures techniques. Donc en gros on gère des plateformes mutualisées. Donc il y a des plateformes mutualisées sur lesquelles les projets viennent développer des applications pour le compte des métiers. Donc on a aujourd'hui quand même des volumes assez importants en termes d'utilisateurs, de données traitées et stockées. Et puis également donc un autre pôle, on va dire, qui est un pôle dit conseil et expertise, et qui lui a plus pour vocation à développer, à promouvoir l'offre que porte le SIM, donc l'ensemble des offres de services que porte le SIM sur la BI, mais également sur les autres secteurs dont on a parlé, et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure appréhension en fait, des offres que l'on propose pour les domaines métiers de la banque, pour les équipes projets, pour leur permettre de mieux réaliser leur activité. En un mot, et la phrase que j'ai indiquée là, c'est un peu une phrase un peu compliquée, mais c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui au sein de la Banque de France, il y a des patrimoines d'information qui sont assez conséquents. Toute la finalité de notre service, c'est d'apporter de la valeur, donc des services, des solutions, pour permettre de mieux exploiter plus facilement, plus simplement, tous ces patrimoines d'information. Alors, maintenant qu'on a la description un petit peu du contexte, que ce soit la banque ou que ce soit le service dans lequel Pierre-Sébastien et moi sommes venus aider ce service-là à mettre en place la Self-Service BI, puisque c'est quand même le sujet, c'est de vous faire un retour sur la Self-Service BI. Comment ça a commencé? C'est le pourquoi, en fait, le démarrage, la genèse du projet. Donc si on parle de la BI à la Banque de France, c'est une histoire qui est maintenant assez longue, hein. C'est plus d'une dizaine d'années qu'il y a des infrastructures dites mutualisées qui existent. Aux alentours des années 2009-2010, il y a une étude qui avait été lancée en fait pour mesurer un peu quel était le degré de satisfaction des utilisateurs au sein de la banque. Il y avait 2 aspects majeurs qui étaient ressortis, qui paraîtront peut-être pas forcément très, très surprenants. Le premier était lié à l'effet tunnel des projets. En gros, entre le moment où j'exprime mon besoin et le moment où je vois mon reporting apparaître sur un écran, il s'est passé un laps de temps tellement conséquent que je me souviens même plus de la question que je m'étais posée à l'époque, et mes besoins de toute façon ont complètement changé. Et le deuxième point était plus lié à l'autonomie même des utilisateurs, leur capacité à directement prendre la main finalement sur le système pour arriver à se construire de manière très ponctuelle des analyses, des reportings. Donc ça c'est vraiment ce qui est à l'origine, on va dire, alors à la fois de la construction du service dont j'ai parlé jusqu'avant, parce que ce service est assez jeune finalement, c'est un service qui est né en 2011-2012. Mais c'est de cette analyse-là, de cette étude-là en fait, qui est issue aujourd'hui, qui a été issue plutôt le désir et le souhait de partir sur ce qu'on a appelé la BI livre-service ou la self-service BI. Donc Power Pivot, puisque enfin je cite le mot, Power Pivot donc avait été identifié à l'époque comme solution. Alors pourquoi Power Pivot? Pourquoi pas d'autres solutions? La première raison, c'est parce que il y avait quand même une volonté d'aller vite, d'apporter vraiment, c'était un quick win en fait que l'on souhaitait faire. On a sondé quand même le marché, c'est-à-dire qu'on avait regardé un peu quelles étaient les autres solutions sur ce segment qui pouvaient correspondre finalement aux besoins que l'on avait. Donc pour des raisons de facilité de déploiement, pour des raisons aussi d'intégration, c'était un point qui était important, d'intégration à la suite Office, donc à Excel en particulier. C'est cette solution qui a été retenue et qui a donc été déployée au sein du service SIM en mode quick win. Voilà, donc après, sur les points qui correspondaient à la raison pour laquelle finalement les déployés, quels étaient les use cases finalement les plus importants sur lesquels cette solution finalement a été identifiée. On va dire qu'il y en avait trois principaux. Le premier était un
un cas d'usage assez simple, c'est simplement une gestion de données qui était volumineuse. Donc aujourd'hui, l'incapacité d'Excel de base finalement, parce qu'Excel c'est quand même l'outil BI numéro 1 au sein des entreprises, l'incapacité plutôt d'Excel de base à gérer des volumétries assez importantes. Donc des gens qui souhaitaient récupérer par exemple des fichiers plats et pouvoir faire de l'analytique dessus étaient dans l'incapacité de charger ces données-là. Donc ça c'était le premier cas. Le deuxième cas était plus lié à une volonté d'aller croiser des informations qui prenaient du système d'information et des informations qui prenaient de l'extérieur, ou même simplement des sources diverses au sein du système d'information, à leurs mains, donc avec une capacité d'aller croiser directement des données. Et le dernier point sur l'analyse rapide, c'était plutôt vu dans une notion un peu de réactivité ou de rapidité, finalement, à aller checker que des choses que l'on avait mis en place correspondaient bien. Donc je pense par exemple à de la complétude par rapport à de la qualité de données, d'aller vérifier que les données qu'on avait inscrites dans le système correspondaient bien à celles qu'on attendait. Donc c'était les cas d'usage en fait qui étaient remontés très à l'origine finalement, même dans le cadre de l'étude en fait qui avait été lancée. Et je ne sais pas d'ailleurs, Pierre-Sébastien, peut-être sur la partie données volumineuses, si tu voulais parler d'un cas précis d'un utilisateur qu'on a eu très longuement et qui était satisfait de la solution. Alors effectivement, c'est un utilisateur qu'on a eu dès le départ en fait, sur ces problématiques. Et effectivement, sur l'aspect volumétrie, lui, il avait besoin en fait, d'analyser en fait, un certain nombre de volumes de données et surtout de façon mensuelle, il ne s'en sortait pas en fait, avec la solution Excel classique. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un en fait, qui utilise toujours ce produit-là et c'est un de nos, on va dire, un plus grands utilisateurs, un des plus fidèles et un des bons sponsors de Asset Service BI à la Banque de France. En termes de volumétrie, c'était, je crois qu'il est parti au départ avec 120 millions de lignes. Donc 120 millions de lignes, forcément, avec une limite à Excel à 1 million, il ne pouvait pas travailler avec Excel pour préparer ces données, pour après les réinjecter dans un autre outil là, purement métier, purement financier. Voilà, et aujourd'hui, il est, je crois, à plus de 200 millions à peu près dans ces eaux-là. Autre cas d'usage, on a sur l'analyse rapide et les croisements. Par exemple, pour répondre à les questions, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait ce matin, c'est par exemple sur les licences, savoir combien alors je sais pas moi, de tels logiciels ont été déployés sur l'ensemble de la banque. Ben là, rapidement, il faut analyser tout un tas de données. Alors, les outils sont là. Hein. L'idée, c'est pas de dire que cette réponse ne pouvait pas être... il n'y avait pas de réponse avant. C'est juste qu'il faut aller très vite. Et là-dessus, un des use cases était de dire il faut un outil pour pouvoir... Alors, l'outil a été dit, hein, c'est Power Pivot, pour pouvoir récupérer ces données et faire l'analyse directement et pouvoir ramener tout de suite de l'information. Donc voilà, juste pour dire que le range de use case en fait était assez large. On était entre des gens qui voulaient faire de la simple manipulation de données, des gens qui avaient vraiment des besoins purs métiers. Donc typiquement l'exemple dont parlait Pierre-Sébastien, il faut imaginer que c'est quelqu'un qui veut faire un reporting à un niveau européen sur les transferts flux financiers en utilisant cet outil-là. Donc c'est pas juste des gens qui veulent gérer une bibliothèque de CD dans leur coin, c'est quand même des choses un peu plus conséquentes. Donc ça déjà c'est un premier point. Et juste pour faire la transition avec les slides d'après, donc il faut comprendre que cette étude qui avait été lancée avait initié, enfin du moins avait fait ressortir ce besoin-là, mais sans être forcément très précise sur comment l'appréhender. Donc toute la question en fait était de dire, on pressent qu'il y a effectivement quelque chose à faire. La question c'est comment on y va. Et donc c'est l'objet des slides qui vont après. C'est que dans l'esprit de mise en œuvre, en fait, on a noté qu'il y avait deux aspects importants à traiter en parallèle, même l'un finalement alimentant un peu l'autre. Donc le premier point, c'est un aspect, un point d'ordre technique, et le deuxième est plutôt un point d'ordre, on va dire, méthodologique ou organisationnel, vraiment en termes de démarche, comment on s'y prend finalement pour, sur une entreprise finalement qui est quand même en termes d'utilisateurs assez conséquente, on gère finalement la capacité de déployer une solution de ce type-là pour le besoin finalement de n'importe qui, potentiellement n'importe qui. Donc d'un point de vue technique, le premier point qui est à noter, c'est qu'on avait déjà une contrainte de base, c'est qu'à la Banque de France, à l'époque où la question s'est posée, on était en Windows XP et Office 2007. Donc tout de suite, pour passer sur Power Pivot, c'est plus compliqué. Donc l'idée était de dire, on va quand même en avance de phase à faire quelque chose. Donc on a travaillé finalement à base de Terminal Server, donc on a fait du TS, sur lequel on a installé la solution et on a eu une première action finalement de communication autour de ce TS et on a essayé de faire en sorte que les gens
viennent petit à petit finalement accoster à cette plateforme qu'on leur mettait à disposition. Donc ça c'était le premier point, un onboarding en continu. Après, ce qui se passe, c'est que on était en XP 2007, à un moment donné, on s'était quand même posé aussi la question de savoir si on n'avait pas migré d'OS et d'Office, donc ça a été le cas. Donc aujourd'hui, on est toujours en cours de migration vers Windows 7 Office 2010. Mais donc, c'est posé la question de savoir comment on pouvait déployer techniquement, plus rapidement, finalement, sans passer par DTS, mais sur les postes des gens, ce genre d'outils. Donc là, il y a eu tout un travail qui a été fait autour de la solution SSM. Je ne sais pas si tu veux oui, alors, dire deux mots. Ce qui est marrant, c'est au sein de la Banque de France, personne ne sait que c'est SSM derrière. Donc, System Center, Configuration Manager, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un outil de la galaxie Microsoft qui permet de gérer le poste de travail. Derrière, c'est bien packagé. Ils ont un portail sur lequel ils peuvent télécharger des applications. Power Pivot est une application disponible pour l'utilisateur final. Il tape juste Power Pivot, il dit « je la veux » et donc c'est téléchargé directement sur son poste, évidemment avec le prérequis Office 2010 et Windows 7. Donc tout ça est... encore une fois, on est aussi sur... je reviens sur l'onboarding en continu. L'idée, c'est pas de dire tout le monde a Power Pivot ou personne n'a Power Pivot. C'est vraiment à la demande. Si on en a besoin, on a juste à aller sur le bon portail, que ce soit en TS ou que ce soit avec... je m'étais dit qu'il ne fallait pas utiliser les noms de la Banque de France, ça s'appelle Pégase, donc j'ai failli... donc c'est SCCM, l'outil de télédistribution. On va demander un accès et donc on y va petit à petit et le nombre d'utilisateurs grandit au fur et à mesure. Donc ça pour dire que cet aspect de réflexion socle initial est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller en disant aux gens allez télécharger sur le site de Microsoft, de toute façon ça ne marchera pas, c'est pas possible sur les postes de la banque. Donc il fallait déjà prévoir finalement des modes de déploiement qui étaient quand même assez outillés et packagés. Après il y a tout un ensemble de challenges techniques qui se posent également, parce que finalement avoir Power Pivot sur son poste c'est bien, se connecter à des sources de données c'est mieux. Donc il y a effectivement comment demain j'accède à des sources de données, alors n'importe quel type de base, des bases de production, comment m'authentifier. Puis après est survenu même des problématiques autour de l'authentification et des accès distants, donc comment avec ce qu'on appelle nous un POMOB, un portable de chez moi, je peux me connecter et accéder aussi à des données. Également toute la problématique des zones sécurisées qui existent à la banque, où certains serveurs finalement sont assez cloisonnés et on va dire étanches par rapport à l'extérieur. Le retour en fait d'un point de vue technique en fait. L'accès à l'applicatif est plutôt simple, tel qu'il est décrit d'ailleurs, c'est comme ça que Microsoft le vend, c'est vous avez juste un add-in à installer. C'est vrai que c'est aussi simple que ça. Là, on a mis en place la télédistribution, mais tout de suite sont arrivés des challenges techniques qu'il a fallu relever parce que forcément, quand on a 13 000 utilisateurs, il y a de tout. Il y a des gens qui sont sur une succursale, qui sont à un autre endroit, qui sont dans des zones sécurisées. Donc il y a tout un tas de petits challenges qui ont dû être traités au fur et à mesure, qui ont été traités évidemment d'un point de vue purement technique. Donc c'est tout bête, sur les sources hétérogènes, un jour on vient nous voir en nous disant moi j'ai une base de données sous Linux ou Unix, donc il n'y a pas de système d'authentification AD, donc comment je fais pour accéder à ma source de données tout en restant authentifié comme étant la bonne personne. Donc tout ça c'est des choses qu'il a fallu traiter au fil de l'eau, au fur et à mesure. Plus on avait d'utilisateurs, à chaque fois on avait un cas qui arrive. Alors au final ça s'estompe maintenant, oui, ça s'estompe. Les cas spécifiques, puisqu'on couvre de plus en plus l'hétérogénéité des profils de la banque. Pour vous donner un autre exemple, typiquement, si vous êtes sur des bases de données SQL Server et que vous vous connectez avec Power Pivot, finalement, ça paraît assez simple. Votre compte AD est passé, on va dire, en termes d'authentification, c'est assez intuitif. Si par contre vous êtes sur des bases de données qui ne sont pas SQL Server, il y en a quand même pas mal à la banque qui ne sont pas SQL Server, la question c'est comment vous faites pour vous connecter, surtout si c'est en prod. Donc donner aujourd'hui des user mot de passe Oracle, pour ne pas citer, en prod à des utilisateurs Power Pivot, pour se poser la question de savoir si c'est la bonne méthode. Est-ce qu'il y a d'autres solutions finalement pour arriver à faire en sorte que des gens puissent se connecter sans forcément avoir à retaper un mot de passe qu'on ne souhaite pas forcément leur donner. Donc c'est ce genre de questionnement, en fait, de problématique qui s'est posé assez rapidement et auquel on a progressivement apporté des solutions. Ça c'était sur l'aspect technique, mais il y a un retour, peut-être que toi et Pierre-Sébastien sauront en parler, c'est l'aspect, en fait on s'est aperçu, on l'a mis sous forme de phrase, donner l'accès n'était pas suffisant. Donc, en dehors de toute problématique technique, on a accès aux données, on a accès à l'outil, tout marche bien, je me connecte à ma source, je peux la récupérer, je peux faire mes analyses. Et en fait, on s'est aperçu que cet accès technique n'était pas suffisant et qu'il fallait travailler la méthodologie et l'accompagnement. Alors, je commence et puis... Alors en fait, effectivement, donner l'accès, effectivement, c'est pas forcément suffisant, puisque derrière, le self-service BI, ça reste quand même avant tout une solution BI. Donc
donner la main en fait aux utilisateurs à ce type de solution. Donc ils sont assez preneurs en fait de cette partie-là. Par contre, derrière, voilà, c'est un petit peu comment l'utiliser, pas faire des petites erreurs en fait au départ, et en général, ils ont besoin d'un peu d'accompagnement là-dessus pour prendre vite en main l'outil et faire rapidement leurs analyses, parce que le métier en fait ils le connaissent, mais ils ont besoin en fait voilà, donc il y a une partie en fait accompagnement et c'est ça dont on est en charge. Et puis c'est ce qui a déclenché aussi, je crois que l'aspect formation. Un petit peu en avance. Donc oui, juste pour dire, donc la partie technique, c'est une partie qui est forcément très importante, mais comme ça a été dit donc dans la phrase qui est magnifique ici, donner l'accès n'est pas suffisant, dans le sens où une personne, on aura beau lui donner Power Pivot, si on ne l'a pas expliqué un minimum comment ça fonctionne, elle va pas forcément faire grand-chose. Donc c'est cette phase d'accompagnement. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais des 2 pôles en fait qui existaient au sein du service SIM. C'est la création du pôle finalement est assez concomitante avec tous les travaux qui ont été faits en termes de développement de l'offre de service BI au sein de la banque, et en particulier sur ce segment, c'est le service BI, dans le sens où toute la partie technique dont on a parlé a été gérée au sein du pôle infrastructure. Par contre, toute la partie accompagnement a été gérée au sein du pôle conseil et expertise. Donc il y a vraiment eu finalement une mobilisation donc, de ressources. Donc voilà, faut aussi appeler un chat un chat. Il y a eu des gens donc, qui se sont mobilisés, donc les consultants, certains sont autour de moi aujourd'hui, pour finalement faire en sorte que, une fois l'outil installé, il y a une première phase d'appréhension de l'outil par l'utilisateur qui lui permet de faire rapidement quelque chose. Donc sans même parler de formation, simplement venir s'asseoir peut-être 2 minutes, 10 minutes à côté de la personne, comprendre son besoin, lui montrer rapidement comment faire quelques éléments. Ça dépend aussi forcément du use case de la personne. Si la personne est sur un use case assez simple, ça peut aller très vite. Si la personne est sur des use cases plus compliqués, qui nécessitent par exemple du coding, du DAX, ou d'aller plus loin effectivement sur les phases de prototype, là effectivement on peut entrer dans une phase dite d'accompagnement plus longue, où on va prendre en compte le besoin de la personne, travailler un peu à distance en chambre, revenir vers elle, lui présenter. Donc c'est vraiment un mode d'accompagnement récurrent. C'est-à-dire qu'en fait on ne laisse pas les gens au milieu de la rivière, on les accompagne pour faire en sorte que ça soit une réussite pour tout le monde. L'idée, c'est pas de déployer le maximum de Power Pivot sur la banque, c'est de faire en sorte que le maximum de gens l'utilisent. En tout cas, s'ils en ont l'utilité. Donc ça, c'était vraiment ce point qui était je pense que si un des points à conserver de ce REX de ce soir, c'est que la partie accompagnement est une partie très très importante, voire peut-être même la plus importante sur un sujet de ce type. Après, on a essayé de quantifier un petit peu ce que ça pouvait représenter en termes de TP. Donc on a mis 0,8, bon, c'est une approximation, mais sur une année, on va dire qu'à peu près, ça représentait aussi bien du côté infra que du côté conseil expertise, 0,8 ETP. Donc on n'a pas scindé 4/5 d'une personne pour faire 0,8, mais dire que ça correspond à plusieurs consultants intervenant de façon plus ou moins sporadique sur différents sujets, allant de l'intervention à l'heure à l'intervention sur 4 jours pour faire un proto, par exemple. Donc voilà, c'est ce travail-là en fait aujourd'hui. Donc il faut le mesurer. Nous on l'a mesuré, c'est pas neutre, c'est pas non plus énorme. Ça a surtout tendance à se réduire avec le temps, puisque avec le temps les gens prennent un peu la main, et puis surtout il y a un effet important qui me permet aussi de faire la transition par rapport au slide d'après, c'est le côté bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens aussi peuvent se montrer comment ça fonctionne, en parler, et de faire en sorte que finalement, de quelque chose qui était au départ finalement juste un ressenti, quelques cas d'usage qu'on avait pu identifier, quelques personnes qui ont souhaité l'avoir sur leur poste, qu'on a accompagné, on bascule assez rapidement dans un mode où on se rend compte que l'artisanat c'est bien, mais l'industrialisation c'est mieux. Et donc là, il va falloir trouver d'autres moyens pour adresser finalement ce que les gens attendent. Et petite remarque sur les 0,8, ça inclut aussi les aspects techniques, c'est-à-dire que la partie justement plateforme, alors on est d'accord, installer un Excel sur un TS, c'est pas ça qui a pris le plus de temps sur le côté technique, mais relever les petits challenges techniques, ça fait partie. C'est pas juste 0,8, c'est pas que l'accompagnement, c'est aussi la mise en place de tout ce qui est autour de Power Pivot. Juste un petit complément là, sur ce que disait en fait Olivier sur ce premier accompagnement en fait qu'on faisait aux utilisateurs. Finalement, l'outil en fait et de les accompagner juste une petite heure en fait pour le prendre. Finalement, ça les rassurait, ça les permettait d'aller plus loin et non pas de se bloquer finalement et éventuellement de prendre l'outil, l'utiliser et puis après finalement de plus l'utiliser. Ce premier accompagnement, c'est un premier pas en fait pour eux pour continuer après plus loin et aller plus loin en fait avec la self-service BI. Néanmoins, comme disait Olivier, il y a un aspect industrialisation qu'il a fallu mettre en place. Et pour ça, en fait,
C'est né, ça arrive un peu plus tard dans la démarche, l'aspect formation, mais c'est né des utilisateurs eux-mêmes. Et en même temps, nous, on s'est dit que ça serait très bien pour justement faire des sessions d'accompagnement, on va dire, de masse, où finalement on a 8 personnes devant nous et non pas à chaque fois passer 1 heure à côté de chaque personne. Donc ce qui a été mis en place, c'est justement des formations à l'outil, donc ils vont même un petit peu au-delà de Power Pivot, puisque des fois il faut reprendre un peu les bases d'Excel. Et donc ça, c'est venu des utilisateurs, parce que en fait, ils nous disent, moi je veux, votre outil est pas mal, mais je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment y aller. Donc là, en fait, on a formalisé justement ça et on essaie de voir un peu les gens qui venaient en formation, le besoin qu'il y avait derrière. Et en fait, c'est assez bien réparti. On a quasiment 3 tiers. Je m'aperçois qu'il manque le calcul et on fait de la BI. Hein. Voilà. Faut quand même le rappeler. Non, globalement, on a un tiers, en fait, c'est vraiment pour un besoin métier. Donc c'est exemple, cette personne qui a besoin d'analyser 120 millions de lignes et qui a besoin de ressortir derrière une analyse et qui voit que l'outil peut y répondre, mais qui a besoin d'être formé à ça. Une autre partie des utilisateurs, c'est vraiment pour un pilotage quotidien. Donc ils voient très bien l'intérêt de l'outil. Ils savent pas trop ce qu'ils vont faire avec, mais ils savent que globalement, au quotidien, ça va les aider à calculer deux, trois choses, enfin, avoir des cas d'usage. Et enfin, on a un dernier tiers où là, les gens savent encore moins ce qu'ils vont faire avec l'outil, mais soit parce qu'ils sont responsables de service, soit parce qu'ils sont plutôt côté IT, plutôt IT et dev, ils veulent, par anticipation technologique, voir ce que fait cet outil-là pour justement, demain, l'utiliser dans une analyse ou dans un besoin ou former par la suite leurs équipes. Et en termes de population, on est aussi pareil sur 3 tiers, plutôt IT dev pour un tiers, business user pour un autre tiers et en fait le dernier tiers, c'est vraiment par entraînement, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment un besoin, je suis pas de l'IT, mais bon, ça a l'air bien, j'ai vu la lumière, je suis rentré, j'ai venu me faire former, mais derrière, il y a une vraie adoption rapide des outils des utilisateurs sur la formation et sur l'outil. Oui, c'est vrai, le niveau du format de cette formation, on est sur une journée, parce que faire plusieurs jours, ça a bloqué les gens. Alors, il y a toujours ceux qui veulent un peu plus et ceux qui aimeraient un peu moins, mais en fait c'est le format qu'on a trouvé qui était plutôt bien médian, parce que ça ne bloquait pas les gens et ça leur permettait de leur mettre le pied à l'étrier. En demi-journée finalement, avec une partie le matin qui était plus générale et une partie de l'après-midi qui était plus avancée, on va dire. Voilà, c'est arrivé de faire du à la carte et de faire, voire même juste une demi-journée pour, par exemple, des informaticiens qui connaissent très bien les tableaux croisés dynamiques, par exemple. Là, il n'y avait pas d'ambiguïté, on partait direct sur quelque chose d'assez avancé. Mais le retour qu'il y a sur cette formation, c'est que même si on a réduit le format à une journée, alors en fonction de ce que vous pouvez trouver sur le marché des formations de ce type d'outils, évidemment, il y a toujours plusieurs versions. Il y a la version basique jusqu'à une version avancée où on rentre dans l'outil. Là, on a calé sur le niveau plus bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement ce service d'accompagnement où en fait on peut retourner voir les utilisateurs. L'idée, c'est pas de faire de la formation de masse et puis de se dire bon, on a formé au compteur, on a X personnes et on verra bien. L'objectif, c'est à chaque fois de former, de trouver les cas d'usage avec eux et de les accompagner sur leur premier usage. Donc souvent de revenir les voir en disant ah oui, vous aviez parlé que ce sujet-là était intéressant pour votre métier, est-ce que finalement vous l'utilisez 6 mois, enfin 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, voire 6 mois après. Donc ça ne retire pas l'accompagnement qu'il y a pu avoir. Un petit retour sur la corporate BI. Voilà. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça a un effet de cannibalisation sur le reste de la BI ou pas ? Donc la réponse est clairement non. D'ailleurs, c'est intéressant par rapport aussi à la formation, ce qu'on a dit juste avant, par rapport aux populations qui sont venues dans les formations. On voit qu'on a un peu différents cas. Donc on a tout d'abord le cas des gens qui sont plus dans une approche un peu de BI personnel à vouloir finalement répondre à un besoin, alors qui peut être très métier, mais en tout cas qui est très isolé chez eux, avec la capacité de traiter, capter de l'information et de pouvoir la recroiser et en sortir une analyse, un reporting. Donc ça, c'est le premier cas, on va dire, c'est le cas un peu individualiste, BI personnel.
Il y a d'autres cas, et on l'a bien vu dans le cadre des formations, où on a eu finalement des grappes de gens qui sont venus se former tous autour d'un même sujet projet, par exemple. C'est-à-dire que au niveau des projets de la banque, projet BI, souvent il y a eu l'adjonction finalement de cette capacité un peu type laboratoire, finalement greffée sur les data warehouses qui étaient mis en place pour aller faire justement ce type d'analyse en dehors de tout outil de reporting qui était déjà mis en place ou de cube mis en place, des choses beaucoup plus analyse locale, on va dire, capacité aussi de croisement avec des données qui sont externes. Donc en adjonction finalement d'une offre qui était déjà présente sur la BI. Ça, c'est un peu le deuxième cas. Et le troisième cas sur lequel Pierre-Sébastien fera, je pense, un bon focus, parce qu'il y a un bon exemple là-dessus, c'est plus le fait de dire il n'y a pas de cannibalisation, mais plus finalement un effet d'entraînement dans le sens où souvent les gens n'ont pas forcément d'idées a priori, donc ils souhaitent de démarrer, on va dire, petitement, donc de prototyper des choses, d'expérimenter des choses, et puis finalement ils se rendent compte que ce qu'ils peuvent voir au travers des analyses qu'ils font, au travers de cet outil-là, finalement a vraiment du sens, et dans ce cas-là peut être industrialisé. Donc ça, on va dire, c'est l'effet, c'est ce qu'on recherche un peu tous, hein, c'est de finalement générer un projet au travers d'une approche de ce type-là. Je commence un peu dans mon coin, je récupère de l'information, et finalement ce que j'obtiens, c'est limite une spécification entre guillemets de ce que j'aimerais avoir en mode industriel, et demain je passe par une phase d'industrialisation pour l'avoir justement avec derrière un vrai chargement de données, un vrai cube, enfin voilà. Et là-dessus, il y a un très bon exemple sur lequel Pierre-Sébastien a travaillé. Ouais. L'exemple, en fait, c'est... alors, il y a un autre produit Microsoft qui est déployé en fait, à la banque, qui fait partie de l'écosystème, c'est la plateforme SharePoint. Et la plateforme SharePoint, donc beaucoup d'utilisateurs, enfin de services ou de direction ont leur propre site d'équipe. Et certains sites ont accès en fait, à des statistiques d'utilisation en fait, sur leur site. Mais vous voulez aller un petit peu plus loin, et surtout en fait, vous avez des données un petit peu biaisées, notamment sur toutes les équipes projets qui travaillaient en fait, dessus. Donc ils avaient besoin en fait, d'analyser un petit peu l'utilisation en fait, de leur site. Donc on a travaillé en fait, avec un ou deux services qui nous ont demandé d'analyser un petit peu plus finement en fait, les statistiques de leur site. Pas des services techniques, hein, plutôt la direction de la communication, enfin des Voilà, gens qui voulaient avoir vraiment des focus précis sur les actualités qui étaient publiées, le feedback dessus, voilà, ce genre de choses. Voilà, tout à fait. Donc c'est avec Power Pivot en fait, qu'on a prototypé un peu ces statistiques. Donc ça finalement ça a tellement bien marché sur un ou deux services métiers que finalement on est parti en fait en industrialisation, on va dire sur un projet BI classique. Où là en fait finalement il n'y avait pas de Power Pivot, mais finalement tous les administrateurs en fait de site SharePoint pouvaient avoir accès en fait à leurs stats à un niveau assez détaillé sur leur périmètre, mais la partie donc c'est la mise en place d'un cube Analysis Services sur lequel en fait il y a un cube centralisé, mutualisé, sur lequel en fait tous les administrateurs de site pouvaient avoir accès en fait à leurs stats un petit peu plus détaillés. Après cette deuxième étape, finalement, on est revenu en fait à un complément parce que certains services ou certaines directions métiers voulaient avoir en fait des compléments par rapport aux données. Comme les données en fait étaient mutualisées pour tout le monde, forcément on avait un tronc commun. Selon certains services, voulaient intégrer en fait des données complémentaires. Et là, on est reparti en fait avec Power Pivot en prenant comme source cette source commune à tous les services, plus y rajouter en fait des données complémentaires. Donc finalement, on est revenu en fait sur la partie des services BI en complément de la solution industrialisée qu'on avait mis en place. Voilà. Le retour qu'on a sur la corporate BI, et ça a été le cas à la Banque de France, c'est que souvent on pense que, alors c'est vrai qu'on le voit de moins en moins, mais on pense que ça va remplacer la corporate BI, alors que ça n'a rien à voir complètement. Au contraire, ça ne fait que mettre en valeur la BI. L'exemple qu'a pris Pierre-Sébastien, il y en a d'autres aussi. Dès l'instant où on arrive à des sujets de sécurité ou de qualité de données, où là on a besoin d'un ETL, d'un vrai ETL avec tout un tas de processus qui sont liés à la qualité des données pour avoir des données propres. Et ça, la Self-Service BI, donc Power Pivot tout seul, ne sait pas le faire. Maintenant, il peut être soit en amont, soit en aval, et au final, tout va plus vite, et c'est vraiment un cercle vertueux qu'on a entre les deux. On n'a pas à choisir entre l'un et l'autre. L'un va alimenter l'autre et vice-versa. Tu as peut-être un retour sur la corporate BI? Une question, oui? Par rapport à ça, en fait, à quelles données vous donnez accès avec la Self-Service BI? Vous donnez accès à des données brutes, directement du système d'information,
ou à une couche déjà modélisée, nettoyée, etc. du data warehouse? Je vais répondre. Ça dépend vraiment. Donc, la question, c'est juste pour l'enregistrement, je la reformule. Est-ce que les données auxquelles les utilisateurs accèdent via la Service BI sont des données vraiment brutes, donc à la granularité la plus fine, j'imagine, ou des données avec un modèle sémantique ou des choses comme ça? C'est les deux, ça dépend du projet, ça dépend du métier, parce que dans une entreprise de la taille de la Banque de France, il n'y a pas un data warehouse d'entreprise. Il y en a un par direction, par service, voire même plusieurs des fois, qui sont sous des formes diverses et variées, qui sont des fois avec une granularité très fine, qui sont des fois avec une granularité beaucoup moins. Et là, en fait, ça va dépendre vraiment des utilisateurs, des usages et des projets et des données. Donc, il y a vraiment tous les cas possibles et imaginables. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, des fois, notre rôle dans l'accompagnement, c'est de soit faire redescendre à des niveaux plus fins pour que justement en self-service BI ça soit exploitable et il puisse faire plus de choses, soit de dire bon ben non, on va peut-être remonter d'un cran et mettre ce fameux modèle sémantique parce que finalement on a des utilisateurs qui bon, ok, ils ont accès aux données plus fines, mais elles ne sont pas forcément exploitables par eux d'un point de vue technique. On dit, je reprends encore ma métaphore avec Madame Michu, voir des tables qui s'appellent TBL underscore, etc. C'est pas self-service. Donc là, il faut rajouter un niveau dessus. Pour ça, il y a différents moyens. Ça peut passer par faire un cube, par faire des vues sur une table, voire faire un projet intermédiaire, comme on a eu quelques cas à faire. Oui. Vous ne proposez pas dans la self-service BI le déploiement sur un site SharePoint C'est un petit peu en avance par rapport au slide. C'est ça d'après. Ben justement. Ouais. Si, c'est en effet un cas d'usage qui est apparu, finalement très naturellement. On en reparlait tout à l'heure en préparant, et c'est vrai qu'on a moi ce qui m'est revenu, c'est une utilisatrice en formation. Donc elle vient de l'IT, donc elle connaît très bien. Elle s'est très bien débrouillée avec Power Pivot d'entrée de jeu, et à la fin de la formation, c'est bon, j'ai fait mon modèle. Maintenant, moi, je travaille avec 3 collaborateurs. Je veux qu'on travaille sur le même. Alors, elle ne l'a pas exprimé comme le même fichier, mais vraiment le même modèle. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et très naturellement, le use case du partage, de partager et de collaborer entre services, voire même interservices, ça non, on ne l'a pas encore eu interservice. Pour l'instant, c'est vraiment équipe, est arrivé très très naturellement. Et pour ça, c'est simple, c'est en cours, parce que c'est un gros projet. On a mis en place Power Pivot pour SharePoint. Ça ne faisait pas partie en fait de l'offre au départ pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on voulait démarrer rapidement, c'était pas forcément le premier besoin qui était survenu. La raison aussi la plus basique, c'est qu'à l'époque, on était en SharePoint 2007 et qu'on était face à une migration en SharePoint 2010 qui se profilait. Donc on a attendu qu'elle se fasse. Et puis une fois qu'elle s'est faite, on a basculé. Moi j'ai cette problématique aussi, et en fait ma crainte c'est que je dois suivre les produits Microsoft. C'est-à-dire que vous aussi d'ailleurs, vous allez être lié à Excel et à SharePoint. Alors lié à Excel, je pense que... On a en effet... Oui. Choses qui vont sortir, on va être que sur Excel 2013, on va être que sur SharePoint 2013. Moi je suis en 2010 pour les deux, et il va falloir que je migre en 2013, mais le problème c'est que je ne gère pas l'infra, je gère que le self-service. On avait prévu d'en parler un petit peu justement à la fin avec le et après, parce qu'en effet, on a fait des jolies matrices de compatibilité entre les Excel, les SharePoint, ce qu'il y a sur le terminal serveur, ce qu'il y a dans SSM, etc. Et en effet, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Pour l'instant, on ne le voit pas comme un frein. Je prends un tout petit peu d'avance sur un slide, mais par exemple, des outils comme Power Query qui arrivent fonctionnent sous Office, sous Excel 2010. Donc pour l'instant, mais en effet, par contre, on a cette contrainte forte, c'est que c'est pas nous qui donnons le là pour la migration d'Office, qui est un gros produit dans une entreprise de 13 000 postes. Enfin, même en poste, c'est plus que ça, c'est 13 000 utilisateurs, mais c'est plus de postes que ça. Donc là-dessus, on ne fait que proposer et pousser ces versions-là. Mais là, par exemple, on y reviendra, mais on est en train de regarder sur la version 2012. À la banque, on est même finalement un peu moins bien loti que vous, puisqu'on n'est pas encore complètement tout en 2010 sur Office, donc on est même encore moins bien servi. Non, c'est clairement c'est une vraie problématique. Non, peut-être pas une problématique, mais en tout cas, c'est un peu l'intention à avoir, de savoir justement quelle roadmap on se donne aussi par rapport aux solutions et aux offres que l'on met en place. Après,
Donc, encore une fois, c'est pas nous qui gérons, enfin nous, en tout cas, le service SIM qui gère le déploiement aujourd'hui et le cycle de vie d'évolution en fait, des versions d'Office et de Windows. Donc, on est quand même très suiveur par rapport à ça. Par contre, on peut avoir, si effectivement des besoins s'avèrent, en tout cas, on le voit parce que sur 2010, on était un petit peu précurseur à pousser finalement la version en mode desktop directement, puisque personne n'avait 2010. Quelques temps après, les gens commençaient à l'avoir pour des besoins très particuliers analytiques, donc plutôt d'analytique avancée quand même, pas justement Madame Michu. Mais on peut avoir justement un rôle un peu d'entraînement finalement par rapport à ces politiques d'évolution et de cycle de vie de gestion logicielle. Bon, c'est un subtil dosage. Se lier, oui, forcément. Enfin, après, on peut très bien aujourd'hui fonctionner sans Excel 2013. Nous, on a aujourd'hui une offre, alors qu'il n'est peut-être pas au top de ce qu'elle pourrait être, on n'est peut-être pas à l'état de l'art de ce qu'elle pourrait être. Par contre, on voit qu'elle répond quand même clairement à un besoin. Donc, c'est déjà un premier pas. Après, Excel 2013, quand on voit effectivement tout ce qui figure dans les solutions, nous, on n'est même pas encore en 2010. Donc, on peut aussi se prendre à rêver. Mais encore une fois, on peut démontrer... La crainte moi que j'ai, c'est qu'effectivement en face de cette offre-là, c'est des ClickView, c'est des tableaux software, etc., qui vont attaquer directement les métiers. Et à chaque fois, les métiers vont comparer ce que nous on propose en tant que DSI et ce que proposent les prestataires extérieurs. Et si on n'arrive pas à suivre au niveau version, Alors, les métiers potentiellement partiront avec les autres. Moi, je le vois. Moi. Ça arrive à la banque aussi, hein, je ne vais pas le nier. Bon, il y a une volonté quand même aussi d'avoir une homogénéité un peu de l'ensemble du parc logiciel, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, ce qu'on fait généralement, parce que le cas on l'a eu, c'est qu'on va à la rencontre des domaines métiers, on essaie de comprendre vraiment leurs besoins, d'avoir une expression de ce besoin, et on essaie de voir si on ne peut pas le faire. Et pour tous les cas où finalement ce besoin a été exprimé, on a réussi quasiment, on va dire, à faire 90%, 95% de ce qui était demandé avec les solutions qu'on avait. Donc après, se poser la question de savoir effectivement les 5% qui restent. Bon, déjà, si on couvre 95, c'est pas mal. Mais je pense que la meilleure approche, c'est effectivement d'aller voir les gens, c'est pas de le nier. C'est pas de se dire, nous, on est DSI, c'est nous qui gérons l'infrastructure, et puis derrière, vous avez qu'à suivre. Et plutôt d'aller vers eux et de rentrer dans un positionnement qui est plutôt de l'accompagnement, de bien comprendre leurs besoins, finalement s'acoquiner avec eux, de se lier à eux, et puis de leur montrer qu'avec les solutions qu'on a, on peut peut-être déjà commencer à répondre à une bonne part de leurs problèmes. Et dans ces discussions qu'on a, on inclut alors le service SIM et fait partie de la DSI, mais était très orienté métier et utilisateur. Mais on n'oublie pas d'aller chercher les gens de l'infra, les gens de l'infrastructure, et de les inclure aussi dans ces réflexions et dans ces projets. L'idée, c'est d'y aller tous ensemble. Si on prend l'exemple pour SharePoint, c'est toute une infrastructure qui est gérée à part. On n'a pas juste toqué à la porte en disant tenez, installez ça. Eux, ils ont une infrastructure SharePoint très conséquente, puisque c'est l'intranet donc c'est 13 000 utilisateurs. Ça a été un travail justement à faire passer, à travailler les versions, à négocier, à amener notre bâton de pèlerin et à apporter ça. Et ça, il faut surtout le faire utilisateur et DSI. C'est pas l'un contre l'autre. Faut pas être dans le rapport de force. Si les choses doivent arriver, après, en effet, il y a les 5% qui, dans tous les cas, utiliseront des solutions tierces, mais en général, on arrive toujours à répondre aux besoins parce que les outils sont pas si compliqués que ça à apporter et à installer. Hormis, c'est vrai que le socle Office est quand même un gros morceau. Voilà. Mais ça a été le principal frein, ce qu'on disait en début, hein, le principal frein, ça a été de démarrer et se dire, mince, déjà c'est Office 2007 et Windows XP, comment on fait pour démarrer ce projet-là? Voilà, et le frein, on l'a levé avec du terminal serveur, par exemple. Un petit bilan, un point de vue je vais mettre directement. En nombre d'utilisateurs, on a essayé de faire quelques stats. Parce que on en avait besoin pour bien administrer toute cette infrastructure et toute la plateforme. Mais l'idée ici, c'était de faire un petit retour. Donc en fait, sur 200 jours d'utilisation, donc on est un peu moins d'un an, c'est identifié sur la plateforme, donc soit via le téléchargement, via SCCM, soit en TS. Et le troisième, c'est la formation. On a 150 utilisateurs qui sont utilisateurs plus ou moins.
de ça, hein. On a essayé de voir aussi le ratio. Globalement, on reste dans la loi de Pareto, hein. On a 20% des utilisateurs qui font 80% de l'utilisation. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces utilisateurs, finalement, on n'a pas trouvé un vivier dans un service et on s'est dit, eux, on va tous les convertir. Finalement, on a regardé sur l'ensemble des directions de la Banque de France. Alors, je sais pas, il y a combien de directions à la Banque de France? Moins de 20 ou Non, il y a 10 directions générales et par direction générale, je pense en moyenne, il y a à peu près 5 ou 6 directions. D'accord, bon, finalement, je pensais qu'on avait un beau ratio, mais globalement, il y a quand même 13 directions métiers. Alors, ça va de, je crois qu'il y a les RH, tout à l'heure, on en parlait du le marketing, évidemment, direction des opérations. Direction des opérations. Etc. Donc on a tout un tas de directions et de services. Donc vraiment, la solution, elle n'a pas été visée sur un service ou un domaine parmi les utilisateurs, mais vraiment, ça a réussi à s'essaimer en fait sur l'ensemble des métiers de la banque. Sur l'ensemble des métiers, aussi au niveau des strates en fait, Exact, oui. Des différentes strates en fait des utilisateurs en fait de la Banque de France, que ce soit des personnes travaillant dans un service ou des personnes en fait au niveau carrément de direction, enfin des personnes assez vraiment toutes les strates. Si on prend l'exemple tout à l'heure de l'utilisateur dont parlait Pierre-Sébastien et Olivier, là, qui traite ces fameuses 150 millions de lignes, on ne va pas donner son nom, mais il reporte assez haut. Voilà, c'est pas un utilisateur qui prépare juste un rapport pour un directeur. Lui-même a ce pouvoir d'analyse et reporte assez haut dans la hiérarchie. Autre statistique aussi qu'on a pu avoir, alors là c'est uniquement sur la partie TS. On a mis quelques stats d'usage de cette plateforme TS et on a globalement sur les 200 jours, on a 2700 heures d'utilisation de Power Pivot. Donc, ce qui ça représente une partie de ces 150 utilisateurs, mais ça nous donne un bon indicateur. Et évidemment, alors la courbe n'est pas forcément à la bonne échelle, mais elle donne un petit peu la tendance. On est sur quelque chose qui est plutôt en bonne augmentation, hein, c'est pas linéaire. On sent bien que plus il y a de monde, ça c'est un peu viral comme ce que disait Olivier. D'autres choses à ajouter, messieurs, sur cette partie-là? La conclusion. On a essayé de réfléchir, c'est peut-être le slide qui nous a pris le plus de temps. C'était finalement de faire ce retour en un slide, un petit peu la synthèse. Je te laisse peut-être le présenter. C'est toi le client. Je vais dérouler. Non, on a essayé. Ouais, je les mets tout. Moi, je suis plutôt comme ça. Non. Ce qu'on a essayé de faire, c'était de montrer un peu qualitativement en fait, un peu le ressenti qu'on avait par rapport à la solution et surtout, dans le cadre de ce retour d'expérience, quels étaient les points d'attention qu'on souhaitait mettre en avant si vous étiez dans une situation proche. Donc, le premier point qu'on a mis en avant, c'est l'adoption rapide par les utilisateurs. Donc effectivement, au delta de ce qu'on expliquait, de l'accompagnement, une fois que la solution, on a compris un peu le fonctionnement de base, on va dire que les gens la manipulent de façon assez régulière et ça peut dépendre aussi des cas d'usage des gens. Si effectivement tout le monde ne fait pas du DAX, voilà, c'est un point sur lequel on va certainement aussi parler peut-être juste après. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas forcément la même volonté de faire la même chose avec l'outil. Mais en tout cas, pour des usages, on va dire, basiques, voire intermédiaires, c'est un outil qui s'appréhende très très facilement et qui dans l'adoption, finalement, peut être rapide au sein des différents services qui l'ont utilisé. Disons que chacun y trouve son compte. Quelqu'un qui veut juste avoir dépassé, par exemple, ce problème de volumétrie, va y trouver son compte très rapidement. On lui montre, ah oui, c'est bon, c'est cet outil-là qu'il me faut, et il va tout de suite démarrer. Et après, pour parler du DAX, un utilisateur qui vraiment a l'habitude de faire des formules, l'habitude de creuser, de rentrer dans le langage, il va acheter des bouquins, il va suivre la formation, il va nous poser des questions très techniques et voire même des fois des calls très techniques sur du DAX. Tout le monde y trouve son compte, quel que soit l'utilisateur. Le critère qu'on a vu sur l'ensemble des utilisateurs de la self-service, c'est que ça a été rapide. Il n'y a pas c'est pas oui bon j'ai vu, je vais voir ce que l'outil va faire, je regarderai plus tard. C'est vraiment, à chaque fois, ça répond à ma problématique. Tout de suite, le lendemain, c'est utilisé. En gros, c'est adopté. L'essayer, c'est adopté. On pourrait le dire comme ça. Avec un peu d'accompagnement. Bien sûr. L'intégration dans l'écosystème de l'entreprise. Donc, ce qu'on expliquait avant, c'est que ça apporte vraiment un complément important par rapport à tout ce qui peut déjà exister. C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause l'existant, mais ça peut vraiment l'enrichir.
Donc ça, c'est un point aussi qu'on a noté. Qui d'ailleurs, alors on verra après avec les points d'attention. Donc les points d'attention, c'est ce sur quoi soyez vigilants quand vous vous lancez dans de la self-service BI. Mais il est contrebalancé celui-là avec les petits challenges techniques. On y reviendra peut-être juste après, mais mine de rien, il y a une intégration rapide dans l'écosystème, modulo quelques points qu'il faut traiter, comme par exemple se connecter à des données qui ne sont pas Windows, entre autres. On prend cet exemple-là. Et le troisième point sur la valeur ajoutée, c'est un point important. Quand on revient finalement à ce qu'était au départ cette étude et ce qui en était sorti, c'était vraiment le fait de dire on est capable de délivrer rapidement quelque chose dans un mode service sur étagère un peu par rapport à de la BI. Arrêtez de penser que la BI c'est des projets de 18 mois qui se terminent jamais. Mais être vraiment dans un mode où rapidement je prends en main un outil qui va me permettre de faire quelque chose du jour au lendemain potentiellement. Donc d'avoir un feedback très rapide finalement de oui ou non ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire que je vais pas attendre 18 mois avant de me rendre compte que mon reporting c'est pas celui que j'attendais. Je l'aurai ou je l'aurai pas, mais je le saurai rapidement. Non, pas d'éléments à rajouter. Pas d'éléments à ajouter, c'est clair. Alors après, par contre, par rapport au point d'attention, ça pour le coup c'est un vrai réex. Donc l'intégration de système d'information, elle est pas négligeable. Hein. On a pu en parler juste avant, effectivement, à la fois dans les modes de déploiement, dans la façon de packager la solution, dans la problématique de connexion, comment je vais me connecter à des bases de données différentes, problématique d'authentification, les zones sécurisées, enfin, tous ces éléments-là sont vraiment à prendre en compte, alors peut-être pas forcément tous au démarrage, mais en tout cas de les avoir en cible et de définir vraiment une trajectoire par rapport à ça. Donc la partie technique, la mise en place de ce socle, il y a tout un ensemble de challenges qui sont vraiment à relever. C'est pas... voilà. Par contre, le retour qu'on a sur ces challenges, la façon dont ils ont été traités, on ne les a pas tous écrits sur une spec en se disant voilà, le projet ne pourra démarrer que quand on aura mis tout ça en place. C'est venu avec les besoins et ça s'est fait finalement au fil de l'eau. À chaque fois, on a levé un petit peu les barrières. Il n'y a pas eu de phasage où on s'est dit allez, on réfléchit le projet et dans 18 mois, on le mettra à disposition des utilisateurs. On est parti de l'inverse, c'est-à-dire qu'on a dit allez-y, jouez avec l'outil en ne masquant pas le fait qu'il pourrait avoir des petits blocages techniques ou des choses comme ça. Par contre, on les a accompagnés directement dès l'instant où il y avait ce besoin. Se connecter à une base un peu exotique, tout de suite, en fait, nous, on a mis en place les gens côté technique pour essayer de le résoudre de suite. Enfin voilà, au fil de l'eau et le plus rapidement possible. Donc le deuxième point, c'est le point sur lequel j'insistais tout à l'heure, sur la démarche et l'accompagnement. Enfin, pour moi, c'est un point qui est vraiment ultra important. Encore une fois, donner accès à l'outil n'est pas suffisant. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose là-dessus. Alors, un point qui est aussi important, le fameux point avec Madame Michu, c'est donc de bien comprendre les besoins. C'est-à-dire qu'on est dans une catégorie, une classe de solutions qui nécessite fortement, si on est dans un mode d'accompagnement, de bien comprendre quels sont les besoins des gens et de voir si la solution est capable d'apporter une solution à l'ensemble de ces problématiques. Donc c'est bien de cibler aussi les gens un minimum, même si au départ on était un peu dans l'optique de dire on va essayer de voir ce que ça peut donner de façon assez large. Assez rapidement, la question vient de se dire c'est pas un outil qui est déployable pour n'importe qui. Donc c'est la démocratisation de la BI, c'est un point, mais après derrière, toute personne qui faut avoir un minimum de connaissances sur la BI, à mon sens en tout cas, pour pouvoir prendre en main ce genre d'outils. C'est pas quelqu'un qui n'y connaîtra absolument rien qui demain pourra se mettre à faire du DAX, et même au-delà de ça, même simplement sur des choses assez simples, il faut avoir quand même quelques notions et quelques pratiques décisionnelles derrière. Donc ça, c'est un point qui est important. Ça veut dire qu'aussi dans les efforts qui sont à faire, d'accompagnement, de promotion de l'offre, derrière, il y a aussi des notions de ciblage. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément d'aller viser n'importe qui, mais quand même de cibler des populations, ça c'est ce qu'on a fait aussi dans un deuxième temps, qui sont les plus à même d'être intéressées par ce genre de solution. Donc les populations liées pas mal à l'analytique ou avec des problématiques plus opérationnelles, de volumétrie de données, ce genre de choses. Et de l'autre côté, quand on est consultant et qu'on doit accompagner les utilisateurs, c'est pareil, il faut comprendre les besoins métiers et savoir qu'un directeur financier a des besoins différents d'un contrôleur de gestion, d'une comptable ou d'une personne qui va faire du marketing. Alors, à vrai dire, c'est le quotidien d'une personne qui fait de la BI de comprendre les différents besoins métiers qu'on peut avoir dans une entreprise. Mais là, on est en frontal direct avec l'utilisateur et il a sa question de suite. C'est pas je vais prendre quelques notes et puis je reviendrai vous voir dans une semaine avec une question. Là, on est devant Excel, les données, elles sont là. Donc, il faut rapidement, donc ça se prépare aussi,
Quand on sait qu'on va voir des comptables ou de la finance, on essaye de préparer un petit peu les choses. Mais voilà, l'alignement, il est aussi côté dans les gens qui accompagnent. C'est pas que de la technique, faut pas juste être bon en DAX. Il faut aussi essayer et tout ça, ça se travaille. En fait, c'est de la préparation et de l'organisation de notre démarche d'accompagnement. Juste en complément, excusez Jean-Pierre, c'est effectivement il y a beaucoup de métiers différents en fait à la Banque de France. Et donc, on ne peut pas arriver avec quelque chose de générique, entre guillemets. Je caricature un petit peu, mais il faut vraiment s'adapter à chaque demande et à chaque besoin. Le dernier point d'attention. Dernier point, qui fait un peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport justement aux contraintes qui peuvent être existantes vis-à-vis d'autres solutions, c'est le fait de vouloir, de souhaiter, mais surtout de faire évoluer l'offre en continu. Donc c'est-à-dire une fois qu'on a acquis un certain niveau finalement de qualité autour des services que l'on propose, c'est de commencer déjà, même en avance de phase, à réfléchir au coup d'après et de savoir qu'est-ce qui arrive derrière, qu'est-ce qu'on pourrait proposer demain, alors soit en avance de phase, soit en pressentant finalement des nouveaux besoins qui pourraient survenir au sein de la banque. Enfin, en tout cas, c'est toujours à l'écoute finalement aussi bien du marché technologique, en tout cas de ce que les solutions vont apporter par la suite, et également aussi des besoins des utilisateurs pour faire évoluer cette offre et de voir comment apporter finalement le meilleur service par rapport aux besoins qui peuvent être évoqués, exprimés. Oui, parce que les utilisateurs, des demandes et des besoins, ils en ont en permanence, donc il faut tout le temps repousser la limite. Et puis on a tout un tas de petits exemples qu'on ne gère pas forcément pour le moment, mais la qualité des données, j'en parlais tout à l'heure. Ce qu'on pourrait parler de self-service ETL, je pense à justement l'exemple que tu avais traité, Pierre-Sébastien. On n'a que Power Pivot, il faut concaténer deux sources de données. On est revenu au bon vieux point BAT. Et là, on se dit, c'est vrai qu'on aurait un outil pour le faire. Voilà. On sent que tous ces besoins arrivent et sont légitimes de la part des utilisateurs. Ils sont habitués à aller vite et à en demander finalement toujours plus. Et puis les utilisateurs peuvent être, maintenant qu'ils utilisent ça, ils peuvent être très créatifs en termes de demandes et de nouveaux besoins. Tant mieux. C'est vrai, juste un point, c'est vrai qu'en fait, moi j'étais assez surpris de constater que ça avait aussi un effet de redécouverte de ce qu'était le pilotage. Au-delà de l'outil, la pratique même de pilotage en fait. Qu'est-ce que piloter avoir une stratégie, je m'en place des objectifs, je les suis, j'ai des indicateurs, je mesure l'avancement, ce genre de choses n'avait pas forcément disparu, mais en tout cas c'est un outil qui peut avoir un effet révélateur par rapport à ça, en tout cas faire en sorte que des gens se découvrent finalement des désirs de pilotage qu'ils avaient jusqu'à présent pensé insoupçonnés. Un petit mot sur la suite. Donc ces perspectives, alors c'est purement de la projection parce qu'il n'y a pas de roadmap défini, mais l'idée c'est ce qu'on a dit, c'est que les utilisateurs en demandent toujours plus, donc il faut toujours faire évoluer l'offre. Ce qu'on a en tête pour la suite, évidemment, c'est continuer à développer les usages. De ne pas satisfaire, même si on est sur plusieurs directions. L'idée, c'est de continuer à avoir plus d'utilisateurs et qui nous posent des challenges techniques encore pour justement couvrir l'ensemble des cas d'usage de la Banque de France. Le deuxième point, c'est la migration à Power Pivot 2012. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, sur la question de la contrainte des versions. Donc, là, on est en plein dedans. Ça devrait arriver en début d'année, mais en effet, on a dû aligner la version de SharePoint, la version TS, la version sur ACCM, les formations à mettre à jour, la communication et la migration des anciens utilisateurs, parce qu'en plus, entre Power Pivot 2010 et Power Pivot 2012, il y a des différences dans le langage. Donc, mine de rien, tout ça, ça se met en place, et donc là, on va arriver avec la version Power Pivot 2012. Et là, on y réfléchit parce que de toute façon, le produit n'est pas encore sorti. On a eu quelques cas où on aurait bien aimé avoir un ETL type Power Query pour les utilisateurs, pour de la qualité de données ou pour du nettoyage. Donc, on y réfléchit, même s'il y a une version actuellement qui est RTM. C'est pas une version encore... Enfin, c'est une version, en plus je crois qu'elle n'est pas en français cette version-là. Donc bref, voilà, c'est ce qui est un peu dans les cartons pour faire évoluer cette offre. Et en effet, on a des matrices de compatibilité avec des schémas de migration qu'on met en place, mais ils sont pas... Moi je m'attendais à ce que ce soit un peu plus compliqué, en fait non, ça se passe bien. Par contre, ça nécessite de l'anticipation et de mettre un petit peu tout en ligne pour s'assurer qu'on n'ait rien oublié. Il est l'heure.
Est-ce que vous avez des questions sur ce retour d'expérience? Oui. Au niveau de la charge de travail, est-ce que vous estimez que du coup, ça SSBI a soulagé vos équipes ou est-ce que c'est un travail qui est différent et au final, votre investissement reste le même au niveau de la BI? Alors, le pôle conseil expertise en fait a été créé au moment où finalement on crée l'offre. Donc en fait, il n'y a pas d'existant avant. Donc, par contre, l'ensemble des consultants qui constituent ce pôle, c'est pas les 0,8 OTP, il y en a plus. Donc c'est-à-dire que c'est une partie finalement de l'activité, en tout cas de conseil, de ce pôle. Après, sur la partie infrastructure, l'infrastructure MSBI à la banque, elle est aussi récente. Pour le coup, on ne peut pas dire que d'un point de vue technique, il y ait eu une sollicitation. Enfin, il y en a une, hein, mais je ne saurais pas trop la quantifier. Et pour le coup, elle ne me semble pas rédhibitoire. En tout cas, de façon à cannibaliser, encore une fois. Moi, le retour que je vois là-dessus, c'est que je pense que tous les utilisateurs qui sont rentrés dans la SSBI, dans tous les cas, n'étaient dans aucun autre radar. Donc en fait, ils n'ont pas. C'était que du en plus. Et comme l'a dit Olivier, le service a été. Alors, entre autres, hein, c'est une partie du service, mais a été créé en même temps de faire ça. Donc on n'a pas le recul pour savoir si finalement ça nous fait gagner du temps sur autre chose. Je pense que c'est du en plus, donc au final ça nous en fait perdre, puisqu'il y a plus d'accompagnement, mais voilà, c'est difficile parce qu'il n'y a peut-être pas le retour en. C'est vraiment vu comme un investissement tête de pont un peu. C'est-à-dire que la DSI a mis un peu sur la table. L'idée c'est d'apporter de la valeur. Donc après, si effectivement le retour le ROI était nul, je pense qu'on pourrait se poser des questions. Pour le coup, c'est pas le cas. Donc on continue à mesurer, on continue à savoir quelle est la pénétration de ce que l'on fait par rapport aux différents métiers. Encore une fois, l'objectif numéro 1, c'était vraiment de répondre à, déjà, à ces insatisfactions initiales, et puis 2, globalement, d'apporter de la valeur aussi dans la manipulation de l'information au sein de la banque. C'est le but du service, donc c'était quand même bien. En petit retour aussi pour une équipe, alors c'est en gestation, c'est-à-dire que ça démarre, donc j'ai pas encore les idées bien claires là-dessus, mais d'ailleurs c'est pas du Power Pivot, on développe aussi, et pour nous ça fait partie de la Self-Service BI, que les gens fassent leur reporting tout seuls comme des grands avec un outil comme Report Builder, et justement on est en train d'essayer de former une équipe métier pour qu'elle ne demande pas aux informaticiens de faire leur propre rapport. Donc ça démarre juste, mais ça fait partie aussi de l'offre, et ça on espère que ça fasse gagner du temps. Et une autre équipe aussi, mais là c'est le cas d'usage que tu citais tout à l'heure, c'est pour tout ce qui est contrôle de données. En fait, ils ont découvert le tableau croisé dynamique. Alors c'est un des usages de la Self-Service BI. Pour le coup, ils n'ont peut-être même pas besoin de Power Pivot, mais ils l'utilisent quand même pour faire certains pré-calculs. Mais en fait, ça leur fait gagner du temps sur de la recette, du contrôle. Donc là, alors, ça fait gagner du temps à tout le monde. C'est-à-dire que finalement, les temps de recette sont un peu plus courts parce qu'ils ont des meilleurs outils pour regarder ça. Alors qu'avant, il fallait peut-être faire des interfaces, des sites web, des choses comme ça, sur spec. Donc forcément, là, ça a pu gagner du temps, mais je ne saurais pas le quantifier. Il y avait une autre question ? Alors, justement, il y a un petit retour qu'on n'a pas mis, mais ça m'y fait penser, le vôtre de retour, c'est que la plateforme, on essaye de la monitorer au maximum.
le frein qu'on a eu de la part de l'IT, alors quand je dis l'IT, on fait partie de la DSI sur notre pôle, donc je parle vraiment des gens côté machine, de l'infra. Eux, leur plus grande crainte, c'est ça, c'est de dire, moi j'ai des ressources qui sont utilisées par tout un tas de services, je veux pas qu'un mauvais usage de ce que vous êtes en train de mettre en place plombe ça. Donc pour ça, il y a deux aspects. Il y a un, essayer de convaincre qu'il ne faut pas voir le verre à moitié vide ou le mal partout. C'est de se dire que oui, ça peut arriver, mais globalement, les utilisateurs ne s'amusent pas à se dire comment je vais pouvoir péter l'infrastructure ce matin en faisant une requête. Donc ça, c'est le premier point, c'est essayer de convaincre et de se dire, on va essayer de tenter le pari de faire ça. Et l'autre point, c'est quand même de mettre en place, parce que la confiance n'exclut pas une certaine forme de contrôle, c'est de mettre en place tous les outils de monitoring pour surveiller la plateforme et vérifier. Les meilleurs exemples, c'était les 2700 heures de Power Pivot sur le TS. Bon, il y a la durée, mais ce qu'on monitore aussi, c'est la mémoire, c'est la CPU utilisée. Donc en fait, on a tout un tas de monitoring sur l'utilisation. Ça va là-dessus, mais ça va aussi, on a eu le cas, on réfléchit par exemple à mettre du ressource gouverneur pour isoler, donc ressource gouverneur pour isoler les ressources sur SQL Server et faire en sorte d'éviter qu'un utilisateur consomme toutes les ressources. Ouais. Hmm. D'accord. Bon, là, nous, la question, elle est vraiment d'un point de vue infra, quoi. Hein. J'ai une machine, elle a 100% de CPU. Comment je m'assure que je dégrade pas, enfin que je ne veux pas avoir un utilisateur qui. Donc c'est très terre à terre, c'est très technique. Ça fait partie des petits challenges techniques dont on parlait. Voilà. C'est des choses qu'on découvre au fil de l'eau et qu'il faut traiter parce que c'est des demandes. D'autres questions? Ou sinon, si vous avez des retours aussi... Oui? Non? Nous, on a un peu la même problématique. Donc on a un peu de report builder. On se demande si on va pas mettre du Power Pivot. On a commencé un petit peu, on en a quelques-uns. Et après, vous dites que ça peut servir de maquette, etc. Donc nous, c'est un peu comme ça qu'on le voyait. Par contre, les utilisateurs ne comprennent pas que quand on veut industrialiser, après, ça coûte quasiment aussi cher qu'un projet BI qu'on démarre du début. Donc moi, ma crainte, c'est plutôt ça, c'est est-ce que les gens vont vraiment vouloir industrialiser ce qu'ils ont fait après? Alors, nous, on a un cas, mais alors qui est peut-être un cas, enfin quoi qu'encore, c'est un vrai cas. Donc ça a fonctionné, en tout cas sur le cas qu'on a décrit tout à l'heure. Oui, c'est un vrai problème. Après, je pense que c'est aussi une prise de conscience un peu des différents acteurs. Là, quand je disais tout à l'heure, ça avait peut-être une capacité d'accélération. Souvent, ce qui est le plus compliqué dans les systèmes décisionnels à mettre en place, c'est les couches d'alimentation et de bien spécifier ces différentes couches. Donc, si déjà on peut avoir un effet d'accélération par rapport à ça, moi, je dirais que c'est toujours ça de gagner. Après, effectivement, si les équipes projet... Nous, pour le coup, en fait, on ne fait pas de projet. Hein. On est une entité qui ne fait pas de développement sur les infra BI. On ne fait que gérer les infra BI. On fait juste de l'accompagnement par rapport à Power Pivot. Si les équipes projets qui sont derrière finalement ne rentrent pas aussi dans des modes de développement plus agiles, forcément ça ne peut pas fonctionner. L'agilité, ça n'a de sens que si vraiment il y a une agilité sur l'ensemble de la chaîne. S'il y a quelqu'un qui n'est pas agile sur la chaîne, finalement, ce ne sera pas agile du tout. Donc
Oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Aujourd'hui, on n'a pas 150 exemples à mettre là sur la table pour dire oui, ça marche dans tous les cas, 100% des cas. Pour le coup, les deux trois cas qu'on a eu de ce type-là ont fonctionné. Alors après, peut-être avec des modes de développement qui étaient peut-être moins rigides en termes de structuration. Moi, j'ai pas de... Après, juste un petit complément, c'est peut-être que l'exemple en fait donc qu'on citait, l'histoire en fait de la plateforme SharePoint. Il y a déjà une plateforme SharePoint qui existait. Il y avait déjà un SVA en fait, un SVA dessus. Donc c'est pas quelque chose en fait qu'on a. Si on est parti en fait sur Power Pivot, derrière pour l'industrialisation, il y avait déjà des briques en place. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça a permis enfin c'est un des facteurs qui a permis que ça se passe plutôt bien aussi dans ce contexte-là. Moi, le retour que j'ai sur cette question-là, c'est ça dépend aussi de la relation qu'on a avec les services métiers. À aucun moment, on leur dit que grâce à Power Pivot, ils vont avoir leur projet BI. Power Pivot, ça reste de la self-service BI. Ça va répondre à certaines de leurs problématiques, mais ça va aider à penser à un vrai système BI. Et donc là, on leur parle de la valeur ajoutée du vrai système BI. La qualité des données, l'industrialisation de de l'intégration des données, du reporting de masse, enfin tout ce qui va avec. Donc au final, dans la discussion, il n'y a pas de, c'est pas biaisé. On leur présente pas comme étant une avant-vente en disant non mais regardez, c'est super facile, vous avez juste acheté le produit et après on fait un gros projet. L'autre tour aussi qu'on a, c'est que même si le pôle que dirige Olivier ne fait pas de développement à proprement parler, ça nous est arrivé d'aider ou d'accompagner les services qui, eux, font les vrais développements. Et on s'aperçoit que, alors, est-ce que c'est grâce à Power Pivot, est-ce que c'est conjoncturel, je ne sais pas, mais les projets sont de plus en plus petits. Alors, il reste toujours des gros projets BI bien lourds et bien longs, mais globalement, pour faire plein de petites choses, les gens... Alors, peut-être aussi parce qu'ils réduisent leur périmètre au final. Ils disent finalement, moi je veux juste répondre à cette question-là, alors qu'avant on les obligeait à écrire 450 pages de spec, à penser à tout, etc. Et forcément, entre une spec de 10 pages et une spec de 450 pages, ça influera forcément sur le chiffrage du projet. Donc il y a peut-être ça aussi, c'est que quand même le retour que j'en ai, c'est je trouve que les projets sont un peu plus courts quand même, que ça ne pouvait l'être quand on faisait que de la corporate BI. Alors, on peut en citer quelques-uns, on ne les a pas listés exhaustivement, mais un qui est plus frais parce qu'on est en train de le résoudre, c'est justement Oracle. De se dire, j'ai besoin de l'authentification Windows en Oracle, sachant que les oracles sont sur de l'Unix et qui n'ont pas le connecteur qui permet de se connecter à un LDAP et donc d'avoir l'annuaire. Alors côté Oracle, en fait, on est en train de tester la mise en place des wallets. Je ne sais pas si ça cause, s'il y a des DB Oracle dans la salle, mais bon, c'est la possibilité justement d'attacher des credentials à une connexion. Alors derrière, ça nécessite tout un tas de choses, du Kerberos, enfin voilà, ça reste assez compliqué. Autre qu'on peut donner en exemple, c'est les fameuses zones sécurisées. Il y a un moment, on a l'outil, on est capable de faire les choses. Le problème, c'est que la donnée, elle est derrière un firewall. Là, je ne vais pas dire qu'on n'a pas de solution, on essaye de travailler justement avec toutes les équipes pour abolir cette barrière, mais en même temps, le mur il est là, la donnée n'est pas accessible. Donc là, il faut travailler différemment pour faire accepter, donc là c'est même un problème d'ailleurs moins technique mais plus de gouvernance, de faire accepter que rendre la donnée publique, via des vues, via tout un tas de choses, peut être possible à cet utilisateur-là. Donc là, c'est convaincre que, par exemple, les DBA, qu'on peut quand même donner accès ou qu'on peut ouvrir un port, un firewall, un accès à une base. Donc il y a tout un tas de petits challenges techniques. On n'a pas fait de liste exhaustive. Si le troisième dont on a un peu parlé dans les slides, c'est tout ce qui est accès distant en fait. Je travaille de chez moi avec Excel, j'ai pas accès. Alors, ça rejoint des fois un peu le problème des DMZ et des firewalls, mais on a eu ce problème-là où là on a d'autres problématiques, notamment des GPO qui passent sur ce type de poste et pas sur d'autres.
est-ce qu'on a mis des règles en termes de gouvernance pour limiter, parce qu'on peut se retrouver avec un foison de classeurs Power Pivot et pas tout maîtriser en fait ce qui se passe. Ça a été un des éléments les plus importants de la négociation avec les équipes SharePoint. Puisque eux considéraient que mettre des classeurs Power Pivot, enfin mettre Power Pivot sur leur plateforme allait exploser leur plateforme. Donc notamment, on les a rassurés sur le fait qu'on pouvait on pouvait limiter ça. Et ensuite le monitorer. Donc il y a deux choses. Un, on a mis une limite. Alors elle est plutôt basse en fait, mais pour l'instant elle correspond au type d'utilisateur qu'il y a sur la plateforme. Donc on est à 50 mégas. On a mis une limite à 50 mégas et surtout ce qu'on a vu avec les équipes SharePoint, c'est de faire conjointement du monitoring de la plateforme pour surveiller l'usage et s'assurer que finalement quel profil d'utilisateur, comment ils utilisent la plateforme, est-ce qu'ils loadent des Power Pivot tous les jours et de justement s'adapter là-dessus. Encore une fois, il a fallu les convaincre que on ne va pas faire tous les cas possibles, tous les cas imaginables et tout figer à l'instant T. Mettons-le en place, quitte à se mettre des garde-fous et des brides, et par contre on va ouvrir petit à petit en fonction des usages. Donc là ça va démarrer cette partie SharePoint, hein, c'est aligné avec 2012 parce que finalement on est parti sur la version 2012. Donc là on va voir un peu avec l'usage et travailler avec eux à la bonne administration de la plateforme. Non, parce qu'en plus, c'est un autre service donc, qui fait le monitoring. Ça rentre dans d'autres considérations interservices là-dessus. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a dit, faisons-le. On est tous de bonne volonté et on calculera un peu, on verra ce que ça prend au fil de l'eau. Mais bon, de leur côté, ils ont l'habitude de bien monitorer. Enfin, c'est une grosse plateforme SharePoint. Donc, ils ont les gens qui monitorent et qui ont la bande passante pour faire ce monitoring. Nous, on est plus là sur l'analyse des résultats du monitoring et mettre l'intelligence qu'il y a derrière à comprendre les usages, puisque nous, on connaît les utilisateurs. Eux connaissent la plateforme. Ce qui est de l'utilisateur qui manipule des grosses volumétries, est-ce qu'au niveau de son poste de travail, il y a eu un upgrade en termes d'hardware à faire pour pouvoir traiter de son en ligne? Alors effectivement, en fait, sur cet utilisateur, la plupart en fait des postes en fait à la Banque de France sont en 32 bits. Donc lui, effectivement, il est passé en 64 bits sur son poste pour pouvoir gérer en fait cette volumétrie. Sinon, sur certains de ses classeurs, notamment les plus volumineux, en fait, il avait des problèmes en fait de limite mémoire, tout simplement. Mais avant qu'il passe 64, on avait l'arme magique, l'ETS. Voilà. L'ETS permet de résoudre pas mal de choses, et notamment cette problématique du 64 bits, de la mémoire, du sizing de la plateforme. Et il n'y avait aucun blocage sur l'ETS. Il y avait une question devant juste avant, mais pas de souci. Oui. Comment fonctionnent les licences dans ce cas-ci, mis à part ce qu'on connaît sur les licences SQL Server et tout? Est-ce que le fait d'avoir un Office Pro... Alors ça rentre, je n'ai pas le détail, je ne sais même pas si toi tu l'as, Olivier, mais à la taille de la Banque de France, il y a un Enterprise Agreement. C'est pas un contrat en tout cas qui est géré par nous, c'est un contrat qui est géré plus globalement en fait au niveau de la banque. Donc là, il faut voir les gens de Microsoft. Nous, ce qu'on a, c'est une licence à l'utilisateur qu'on paye tous les ans. Sur un SharePoint, c'est Enterprise. Donc on paye une licence Enterprise par utilisateur par an. Enterprise, parce que c'est du SharePoint, mais Parce que c'est du SharePoint Enterprise et ça ne marche que sur SharePoint Enterprise. Oui. Sur SharePoint classique, ça ne marche pas. Non, je sais, mais si on a de l'Office, parce qu'on peut faire de la CSBI sans être sur SharePoint. Dans ce cas-là, c'est de l'Office Pro+. Voilà. Si on veut partager, c'est SharePoint. Voilà. Il y avait une question. On surveille, pour l'instant tout va bien. En termes d'utilisateurs simultanés, c'est une des métriques qu'on a et on essaye d'être vigilant pour être proactif justement pour nos utilisateurs. On a déjà upgradé les plateformes
En fait, on fait du capacity planning, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir toujours un coup d'avance par rapport aux utilisateurs. Maintenant, on n'a jamais eu de blocage où dans tous les cas, les utilisateurs ne nous ont pas remonté. Parce que mine de rien, comme on a un utilisateur, des fois, c'est vrai que je pense qu'ils ont des fois des problèmes et ils se disent, oh, bon, ça va être la plateforme, je reviendrai plus tard. Ils reviennent plus tard, il y a moins d'utilisateurs, ça passe. Bon, bah voilà, des fois, ça peut passer comme ça. Après, un petit retour qu'on peut faire, qu'on a eu au tout début, en fait, il y avait une limitation dans Power Pivot 2010 qui en fait, on ne peut pas ouvrir plus de 6 Power Pivot en simultané sur une machine. Enfin, sur une machine, si on fait l'essai là sur un PC, alors c'est une vieille version de Power Pivot, elle n'y est plus maintenant, mais ça c'est un des bugs qu'on a dû gérer. Voilà. En multi, en fait, en faisant une ferme de TS, voilà, en répartissant les utilisateurs, mais c'est vrai que c'est dommage parce que nous on imaginait avoir une vingtaine, une trentaine d'utilisateurs par machine. Et finalement au départ on a été bloqué à 6 ou 7, je sais plus. Pardon. Comment ? Avec les nouvelles versions, non, Oui, non, il n'y a plus Non. de problème. C'était vraiment un bug de la toute première version de Power Pivot. Je disais juste, en fait, c'est un cas qui a été détecté parce qu'en fait, on a un besoin aujourd'hui de brancher sur un existant, un data warehouse qui existe à la banque depuis maintenant de nombreuses années, finalement un laboratoire Power Pivot. Donc d'avoir vraiment un mode de connexion simultané sur un ensemble d'éléments. Et là, effectivement, ça ne passait pas avec le TS qu'on avait à l'heure actuelle. Dernière question ? Non ? Eh bien, merci. Merci.